Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, nous sommes mardi le 14 février 2023 et nous sommes rendus à l'épisode 144 du podcast. Aujourd'hui, je vais couvrir un paquet d'affaires. En fait, du côté macroéconomique, je vais parler de l'indice des prix à la consommation du côté des États-Unis, donc l'IPC. C'est d'ailleurs sorti ce matin. Je vais couvrir ça un peu. Ensuite, il y a pas mal de données statistiques intéressantes qui sont sorties. Et c'est vraiment pour le Canada, Québec. On parle du taux d'épargne, du taux de chômage, de la capacité d'épargner des Québécois, entre autres. Donc, je vais revenir là-dessus parce que je trouve qu'il y a des données quand même intéressantes. Ensuite, du côté des marchés boursiers, je veux revenir sur le... Il y a comme un hype en ce moment, un buzz par rapport à l'intelligence artificielle. Donc, je vais vous parler de ça pour ne pas tomber nécessairement dans le panneau puis de chercher à tout prix c'est quoi le prochain titre qui va exploser en parlant d'intelligence artificielle. Sinon, je vais aussi vous parler de Netflix, en fait, par rapport à la restriction du partage de comptes. On a entendu parler dernièrement, les gens chialent pas mal là-dessus. Donc, je veux parler un peu de l'incidence que cela sur, ou que ça pourrait avoir en fait sur le nombre d'abonnés et évidemment le prix de l'action de Netflix. Et pour finir, je vais parler des résultats financiers de Disney. C'est sorti la semaine passée. Je vous rappelle que je suis actionnaire de Netflix et de Disney. Donc, j'accorde quand même une importance à ces deux compagnies-là. Donc, je vais vous donner un peu mon avis sur ces deux titres-là. Je vais commencer tout de suite avec l'annonce de ce matin concernant l'indice des prix à la consommation aux États-Unis. Et en fait, on a pu voir que l'IPC a augmenté de 6,4% au mois de janvier. Les économistes, eux autres, anticipaient une hausse de 6,2%. Donc, on peut voir que c'est un petit peu au-dessus du consensus. Autrement dit, les prix sont encore en train de monter. Et évidemment, les investisseurs, ça n'aime pas ça. La raison derrière ça, c'est que ça donne un motif à la Fed de pouvoir continuer d'augmenter le taux directeur. D'ailleurs, si on regarde les indices boursiers ce matin, on peut voir que le SP500, l'indice Nasdaq, le Dow Jones, ils ont tout ouvert dans le rouge aujourd'hui. Mais reste que sur une base annuelle, une hausse de 6,4%, c'est quand même un léger ralentissement par rapport à l'IPC du mois de décembre. À ce moment-là, au mois de décembre, on était à 6,5%, mais c'est seulement qu'on s'attendait que le ralentissement soit plus fort que ça. Et de notre côté, au Canada, selon les plus récentes données qu'ont publiées l'Institut de la statistique du Québec, on peut voir que l'épargne des Québécois a chuté de 37% de 2021 à 2022. Et on peut aussi voir que le taux d'épargne des ménages il a également baissé à 8,6%. Donc, autrement dit, là, on retourne tranquillement pas vite au niveau pré-pandémie, donc au niveau de 2019. Et je vous rappelle qu'en 2020, on avait atteint un taux d'épargne de plus de 19%. Logiquement, il faut considérer qu'en 2020, tout était fermé, personne ne voyageait, le monde travaillait de la maison, etc. Fait que c'est sûr que si les dépenses, si on dépense moins puis qu'on conserve le même revenu, nécessairement, on se retrouve avec plus d'argent dans le compte de banque. Et ensuite de ça, suivant 2020, en 2021, le taux d'épargne était autour de 14%. Et là, comme je vous dis, on est rendu à 8,6% au Québec. Donc, vraiment une baisse considérable du côté du taux d'épargne. Et ça, ce que ça veut dire, c'est que les Québécois ont de plus en plus de misère à mettre de l'argent de côté. Et honnêtement, c'est quand même compréhensible parce que faut considérer l'augmentation générale des prix, la hausse des taux d'intérêt. Tu sais, si tout coûte plus cher, nécessairement, il t'en reste moins dans tes poches. Et l'autre chose qu'il faut constater, c'est que le coussin financier que les gens avaient réussi à accumuler en 2020-2021, lorsque les taux d'épargne étaient très élevés, ce coussin-là, il est sur le point d'être vidé. Au fait, pour plusieurs personnes, c'est déjà le cas.
Et c'est un peu ça qui explique les soldes de cartes de crédit qui explosent, c'est-à-dire que le solde impayé des cartes de crédit est vraiment en augmentation. Les gens utilisent de plus en plus leurs cartes de crédit pour effectuer leurs achats, payer leurs dépenses, parce que au bout du mois, il y en a qui n'arrivent juste pas avec leur revenu versus leurs frais récurrents, leurs dépenses de base. Donc, c'est sûr que tous les achats qui ne sont pas capables de payer, ils n'ont pas le choix d'aller avec le crédit. D'ailleurs, du côté de Statistique Canada, il y a d'autres données intéressantes qui sont sorties. Si on regarde, il y a un sondage qui a été fait l'automne passé et dans cette étude-là, on peut voir que 26% des Canadiens ont déclaré qu'ils n'ont même pas 500 $ de côté pour assumer une dépense imprévue. Et ça, c'est sûr que ça en dit long sur la santé financière des ménages, parce que si un Canadien sur 4 n'a même pas 500 $ dans un fonds d'urgence, on n'est à pas grand-chose près que ça y aille bien mal, parce que si tu n'as pas 500 $ pour une crevaison ou n'importe quel imprévu, tu es à la merci de tout ce qui peut se passer. Un, ça crée un stress financier, puis deux, ben, si tu n'as pas cet argent-là, puis que c'est une nécessité, encore une fois, tu vas y aller avec ta carte de crédit, et là, tu rentres dans un cycle d'endettement. Et malgré tout ça, il y a encore du monde qui pense que l'économie est solide, qu'on n'a pas besoin de s'en faire avec ça, puis qu'on ne va pas tomber en récession parce que le taux de chômage est super bas. T'sais, pour le mois de janvier, on parle d'un taux de chômage de 3,9% au Québec. Donc, encore une fois, tout près du creux historique. Par contre, ce que je constate de mon côté, c'est que oui, il y a une pénurie de main-d'œuvre, mais c'est pas synonyme d'une bonne santé économique. Premièrement, la demande est encore forte. Donc ça, c'est du côté des consommateurs. C'est-à-dire que malgré la hausse des prix, malgré la hausse des taux d'intérêt, le monde continue de dépenser. Sauf que pour la majorité du monde, ces achats-là sont financés par le crédit, avec une Mastercard, une Visa, une Capital One, ou encore avec d'autres formules comme du Buy Now, Pay Later. Donc à ce temps, il y a un paquet de formules et de solutions qui vous permettent d'étirer le paiement. Mais tu sais, ça ne veut pas dire que les consommateurs sont en bonne posture. Ce que ça veut dire, c'est que les consommateurs ils doivent s'endetter pour maintenir leur rythme de vie. Et la problématique avec ça, c'est qu'à un moment donné, ils ne pourront pas continuer de vivre à crédit. Et c'est là que, quand ça va popper, il va y avoir une baisse significative de la demande. Et c'est ça, d'après moi, qui va engendrer le ralentissement économique. Et deuxièmement, oui, le taux de chômage est très bas. On ne peut pas contester ça. La 3,9% au Québec, c'est excessivement bas. Sauf que tout le monde travaille, mais encore une fois, pour moi, ça, c'est pas un signe que l'économie est solide. Tu sais, le taux de chômage a toujours atteint des creux records juste avant de remonter en flèche. Tu sais, historiquement, une augmentation significative du taux directeur au Canada, ça a toujours fait jumper le taux de chômage. Si on regarde ce qui s'est passé avec la récession de 1981 ou celle de 1990, c'est un peu le même pattern. La Banque du Canada augmente le taux directeur et là, suite à ça, le taux de chômage se met à grimper. Et ça s'explique assez facilement. Les taux d'intérêt, ça affecte le coût d'emprunt, que ce soit pour l'achat d'une maison, l'achat d'une voiture ou n'importe quelle autre dépense via du financement. Et nécessairement, le coût d'emprunt, ça encourage ou ça décourage de faire des dépenses. Et augmenter fortement les taux d'intérêt, c'est sûr que ça va créer un choc sur l'économie. La seule chose, c'est qu'il faut savoir que ça prend un temps avant que ça fasse son effet concrètement sur l'économie. Bref, moi, c'est sûr que l'état du marché du travail en ce moment, ça me rassure pas pantoute par rapport à la possibilité d'une récession à venir, parce que savoir qu'en ce moment, tout le monde a une job, mais que le taux d'épargne continue de descendre pareil, qu'il y a du monde qui ont 2 jobs pour réussir à arriver financièrement, c'est pas tant positif comme donnée. Tu sais, qu'on ait atteint le plein emploi, que le taux de chômage soit à 3,9%, mais que la majorité du monde doivent utiliser leur carte de crédit pour payer leurs dépenses,
tout ça, pour moi, il y a rien qui m'indique que l'économie s'en va dans la bonne direction. Donc, c'est un peu ça mon opinion vis-à-vis de l'économie. Mais encore là, ça reste mon avis. Là. Je ne suis pas économiste, je ne sais pas l'avenir. Tout ce que je fais, c'est que je regarde les données que j'ai devant moi, puis j'en déduis des conclusions. Après ça, est-ce que ça va se concrétiser ou non? L'avenir nous le dira. Sinon, si on regarde du côté des marchés boursiers, vous avez sûrement remarqué que dernièrement, il y a un hype sur l'intelligence artificielle. Donc, tout le monde parle de ça fait un buzz dans les médias, sur les réseaux sociaux, les compagnies en parlent. Et tu sais, quand ça fait ça, ben, les investisseurs, ils se mettent à la recherche du prochain titre qui va exploser avec une annonce qui est liée avec l'intelligence artificielle. Mais il faut savoir que sur la bourse, il y a tout le temps quelque chose qui est hot, il y a tout le temps un hype à propos d'une nouvelle affaire. Tu sais, je peux repenser aux actions de cannabis avant la légalisation du pot au Canada. On peut repenser aux titres comme Exo, Aurora, Canopy Growth. C'est pas des titres qui ont connu un franc succès après leur période de hype. Et là, après ça, il y a aussi un buzz à propos des compagnies dans la blockchain, la crypto, tout ce qui avait blockchain dans sa description, ça a jumpé durant un bout de temps. Et là, dernièrement, c'était plus les voitures électriques, surtout les constructeurs chinois. Ça a fait un buzz, je pense que c'était en 2021, donc c'est encore récent. Mais tu sais, il y a tout le temps un hype. Et là, je pense que le phénomène du moment, c'est le AI, donc l'intelligence artificielle. Et ça vient vraiment suite à la découverte de ChatGPT, puis que tout le monde en parle, puis que ça devient le sujet du moment. Mais tu sais, si une business décide de mettre AI dans sa description ou dans son ticker ou fait une annonce par rapport à ça, c'est pas un garant de succès. Il ne faut pas non plus tomber dans le panneau. Là. C'est-à-dire, il ne faut pas se laisser emporter par la vague du moment sur l'intelligence artificielle, parce que souvent, ce que ça fait, c'est qu'avec la frénésie, l'euphorie, le prix de certaines actions vient super gonfler, mais finalement, la plupart du temps, ce que ça fait, c'est que ça finit par popper, puis le monde, ils n'ont pas vendu à temps. Donc, il faut éviter de faire partie de ces frénésies-là. Du moins, si vous le faites, faites-le consciemment pour rider la wave, la vague, puis ensuite de ça, ben de sortir de là en encaissant vos profits. Mais c'est sûr qu'en ce moment, il y a vraiment un buzz du côté de l'intelligence artificielle. Et parlant de AI, ça m'amène à vous parler de Google, qui a fait quand même une pas pire gaffe durant son événement pour présenter son robot conversationnel Bard. Et en fait, durant le stunt, durant la publicité, ils ont posé une question à Bard et le robot il a donné une mauvaise réponse. Et je vous dirais que ça a été très mal reçu de la part des investisseurs. Le marché n'a pas aimé ça pantoute. Au fait, le prix des actions de Google, ils ont droppé de 8% la journée même. Et le lendemain, je pense que c'est un autre moins 2%. Fait qu'on parle d'une baisse de 10% pour une publicité manquée. Tant qu'à moi, c'est un peu exagéré comme réaction. Mais je pense quand même que là-dedans, il y a un paquet de monde qui pense que Google est vraiment menacé par ChatGPT, mais pas juste par ChatGPT, par toutes les autres intelligences artificielles qui pourraient sortir dans les prochains mois parce que, évidemment, avec, par exemple, ChatGPT, la réponse vient beaucoup plus facilement qu'avec Google. Google, tu vas sur le moteur de recherche, tu dis qu'est-ce que tu veux trouver, puis lui va te rediriger vers les meilleurs sites pour trouver ta réponse, versus un robot conversationnel comme ChatGPT, tu lui poses la question, puis ta réponse directement. Donc, c'est sûr que c'est comme un moteur de recherche amélioré. Mais encore là, moi, je considère que Google, il y a quand même une longueur d'avance du côté du moteur de recherche. Tu sais, les gens ont développé l'habitude de tout de suite commencer par faire la recherche avec Google. Moi, dès que j'ouvre mon browser, j'arrive sur Google. Donc, je pense que ça va être quand même une habitude qui va être difficile à déloger. Et je pense également que Google ne va pas rester là à rien faire puis à perdre des parts du marché sans réagir. D'après moi,
Google ont les moyens financiers de mettre en place une stratégie, puis ils ont tout intérêt à contrecarrer ChatGPT puis toutes les autres AI potentiels qui pourraient sortir prochainement. Et là, je vais vous parler de Netflix parce que Netflix a annoncé qu'il allait mettre de l'avant un plan pour restreindre le partage de comptes. Et là, on a vu la semaine passée qu'elle allait charger 7 ou 8 $ de plus par mois pour un ou deux utilisateurs qui ne résident pas à la même adresse. Autrement dit, tu as un abonnement, l'abonnement premium, puis tu le partages avec ton père. Ben, si tu n'habites pas à la même adresse, il va falloir que tu payes un 8 $ supplémentaire sur l'abonnement pour pouvoir l'utiliser à distance. Donc, c'est quand même un gros gamble pour Netflix parce que c'est sûr qu'eux autres, ils misent sur le fait que le monde trippe tellement sur leurs séries puis leurs films qu'ils vont être prêts à payer le supplément pour garder leur accès à Netflix. Mais il ne faut pas oublier qu'ils sont quand même en compétition avec Disney+, HBO Max, Prime Video, etc. Et tous ces compétiteurs-là ne contrôlent pas le partage de comptes. Donc, c'est sûr que présentement, si on regarde sur Internet, les gens, ils chiolent beaucoup sur Netflix puis sur cette politique-là. Il y a plein de monde qui disent qu'ils vont se désabonner. Mais personnellement, là, en tant qu'actionnaire de Netflix, j'ai quand même hâte de voir sur une période de quelques mois si réellement ça va affecter le nombre d'abonnements négativement ou si finalement le monde va finir par accepter les frais supplémentaires pour continuer d'être sur Netflix. Mais comme je vous dis, j'ai une position quand même importante dans Netflix. Je trouve qu'ils ont quand même eu de l'audace d'aller de l'avant avec la restriction du partage de comptes parce qu'ils s'exposent quand même à perdre une méchante gang d'abonnés si le monde décide de refuser de payer. Mais en même temps, on s'entend que si ça marche, ben ça pourrait être très payant pour la compagnie parce que là, ils viennent monétiser tout le monde qui partageait leur compte précédemment. Donc, ça va être à voir. C'est quand même un move risqué, mais on va voir si Netflix est vraiment aussi solide qu'ils pensent, puis si vraiment ils sont capables d'avoir une forte rétention du côté de leurs abonnés. On va voir si leur contenu est suffisant pour justifier ces frais supplémentaires-là. Et pour finir l'épisode, je veux revenir sur les résultats financiers de Walt Disney. Ça a été dévoilé la semaine passée. Et grosso modo, le bénéfice par action a battu les attentes des analystes. Mais de l'autre côté, la compagnie a annoncé la première diminution du nombre d'abonnés sur leur plateforme de streaming. Et d'ailleurs, le discours de Walt Disney tourne vraiment autour de la recherche de profitabilité pour Disney+. Tout d'abord, on a annoncé la suppression de 7000 postes pour réduire les coûts. Et là, réduire les coûts, on parle quand même d'une réduction de 5,5 milliards de dollars. Donc, c'est pas rien. C'est évident que ça va aider la rentabilité de l'entreprise. Et ensuite de ça, le PDG il a aussi parlé du retour potentiel du dividende trimestriel pour les actionnaires. Et ça, on parle d'un retour d'ici la fin de l'année 2023. Et je vous rappelle que depuis 2020, Walt Disney a décidé de suspendre le versement de dividendes. Donc 2020, on se souvient de qu'est-ce qui se passait. Et ils ont fait ça, pour conserver leur cash durant la pandémie. Et 2, pour avoir la possibilité d'investir davantage dans la création de contenu pour Disney+. Donc, étant également actionnaire de Walt Disney, j'ai hâte de voir ça va ressembler à quoi les chiffres pour les prochains trimestres. Est-ce qu'on va se rapprocher tranquillement pas vite de la profitabilité pour la plateforme de streaming Disney+? Est-ce que la réduction des coûts va faire en sorte que justement la rentabilité va être au rendez-vous? Qu'est-ce qui va se passer au niveau des chiffres pour leur parc d'attractions? Je reste quand même confiant, autant sur Netflix que pour Walt Disney. Les deux entreprises me semblent solides. C'est deux entreprises qui sont vraiment des titans dans leur industrie. Walt Disney, c'est sûr qu'il n'y a pas juste le volet streaming. Ils ont aussi un paquet d'autres sources de revenus. C'est sûr que de mon côté, étant actionnaire de Walt Disney et de Netflix, j'ai la conviction que les deux compagnies peuvent prospérer. Oui, l'un va manger les parts du marché de l'autre, mais je pense pas que
Netflix va causer la fin de Disney et vice-versa. Je pense que c'est deux entreprises qui peuvent prospérer toutes les deux, même si, évidemment, ils viennent se battre du côté des plateformes de streaming. Les deux ont leurs propres avantages. Netflix a vraiment un algorithme pour amener du contenu qui fit avec l'utilisateur. Disney a un paquet de franchises super établies. Star Wars, Pixar, Marvel, c'est tous des gros noms du côté du divertissement. Fait que c'est sûr que l'un et l'autre me semblent des bons choix pour le long terme. Donc, je termine l'épisode là-dessus. J'espère que vous avez trouvé ça pertinent, autant le point de vue macroéconomique que mon opinion sur les marchés boursiers. Si vous aimez le contenu, n'hésitez pas à laisser une évaluation sur Spotify, Apple Podcasts, un commentaire ou juste un 5 étoiles. Je vais être super satisfait et je vous remercie encore une fois pour votre écoute à chaque semaine et on se revoit mardi prochain pour un autre épisode de Finance 360.